Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà bienvenue à la Casemate pour cette septième, on est à la 7e soirée culte qui va se dérouler ce soir. Alors, pour ceux et celles qui ne seraient encore jamais venus, on va vous dire un petit peu que les soirées cultes, ce sont des événements qui sont imaginés par Instant Science, donc qui est une association de diffusion des sciences à Toulouse. Donc nous, on a exporté ça à Grenoble. Ça vous propose de décrypter des films, des séries, des jeux vidéo, et puis d'autres œuvres de science-fiction ou de pop culture, avec des experts que vous allez bientôt découvrir. Alors, on est aussi dans une atmosphère détendue, on n'est pas là en train de faire uniquement de la science pour la science. Il y aura des quiz, il y aura une pause gourmande, on aura plein d'autres choses à vous proposer. Donc moi, c'est Jonathan. Pour animer la soirée, je serai accompagné d'Audrey, d'Agathe et de Marion, que vous reconnaîtrez facilement. Un petit accessoire qui leur permet d'être reconnus parmi vous. Si vous n'avez pas encore trouvé l'accessoire, inquiétez-vous un peu, parce que c'est assez reconnaissable. Cette soirée, elle a un petit goût de futur, évidemment. Elle fait partie d'un programme d'événements beaucoup plus large qui s'appelle donc Nos Futurs. Nos Futurs, c'est un événement qui est financé par l'Université Grenoble-Alpes à travers un dispositif qui s'appelle Science avec et pour la société. Et je vous en parlerai un petit peu plus longtemps à la fin, puisqu'il y a plein d'autres événements qui vont arriver prochainement. Alors vous avez dû trouver d'ailleurs peut-être, alors non on ne les a pas mis ici, il y a des cartes postales de Nos Futurs, donc on vous les distribuera à la pause pour pouvoir avoir toute la programmation sur le site de Territoire de Science. Alors, on va aller un peu dans le détail de cette soirée. Donc comme dans Retour vers le futur, en fait on va commencer par faire un saut dans le passé pour nous retrouver archéologues du futur. Donc ça va être la première étape. On va ensuite évoquer le futur dans les œuvres de science-fiction, en compagnie de Clément Pellissier, qui est docteur en littérature et spécialiste des imaginaires. Alors après, on va faire, avant la petite pause des années 80, on va tester les connaissances sur quelques futurs imaginaires et leurs technologies qui sont parfois devenues des réalités. Alors attention, ils ne sont pas très loin de moi, il y a un lot à gagner pour le meilleur d'entre vous. Donc voilà, il y a de l'enjeu ce soir, attention. Et puis après la pause, on va explorer le rôle de l'imaginaire dans la construction de nos vies de demain avec Marie Leroy, qui est chargée de design fiction à la ville de Grenoble. Puis on poursuivra avec les réponses au quiz et la remise tant attendue à ce moment-là des lots qui vont avoir lieu. Et puis nos experts reviendront devant vous pour un dernier échange et sur les sujets que vous voudriez bien approfondir. Voilà. Alors maintenant, ça y est, ça va commencer. Il faut boucler les ceintures de vos DeLorean et c'est parti pour un démarrage à 88 miles à l'heure avec Audrey. Et oui, 88 miles à l'heure, mais dans le passé. Pour démarrer cette soirée, nous on aime bien commencer la soirée par une petite activité, un petit peu détente, icebreaker. Et donc, je vais vous proposer en fait des photos d'objets qui font plutôt partie du passé. Certains peut-être sont toujours utilisés, mais beaucoup sont peut-être un petit peu oubliés. Et en fait, voilà, vous pouvez lever la main si vous pensez savoir à quoi sert cet objet. Il y a sûrement des choses qui sont faciles, peut-être d'autres un petit peu moins. On va commencer tout de suite avec le premier, qui apparaît ici. Attention. Ah, j'ai une réponse ici. Oui. Ah, c'est pour taper la poussière des tapis, vous êtes d'accord ? Ouais, vous voyez l'objet un petit peu ? On va voir la démonstration. Attention. En direct. Oui, effectivement, c'est un tapis. Je ne sais pas si ça a un autre nom, mais en tout cas, ça sert à battre les tapis. Alors, prochain objet. Et non, c'est toujours le tapis. Ah, voilà. Attention. Moudre le café. Non, ce n'est pas moudre le café. Je vais essayer par là. Ah, presque. Pas loin. On n'est pas loin de la chaussure. Non, non, elle est trop grosse. Il y avait une idée là ? Chausse-pied non plus. Alors, on n'est pas sur de la chaussure. On est sur un autre truc. C'est pas de la chaussure. Pour recoudre les chaussettes, oui, bonne réponse. Bravo, voilà, c'est un objet qu'on enfile dans la chaussette pour avoir la forme de la chaussette et ensuite pouvoir la repriser.
Donc maintenant, vous saurez comment faire pour vos chaussettes. Prochain objet. Qui a une idée? Oui, un extincteur. Bravo. Un très vieux extincteur. Un très très vieux extincteur. Je ne saurais pas dire comment il marche, mais c'est un extincteur. Voilà. Attention, le prochain objet. C'est assez énigmatique. Moi, je n'aurais pas trouvé. Même les organisateurs ne se souviennent plus de l'objet. Alors, je vais former un cercle. Oui, alors ça a une forme particulière et effectivement, ça va donner la forme à quelque chose. Un chapeau. Ouais, effectivement. Voilà, ça servait en fait à trouver la taille de la tête pour pouvoir former le chapeau. Bravo. Et je crois qu'on a un dernier objet. Voilà. Est-ce que quelqu'un va tomber dans le piège? Une lampe. Alors ça pourrait être une lampe très design, mais ce n'est pas une lampe. Un réveil, ça pourrait aussi, mais ce n'est pas un réveil. Effectivement, on voit deux petites cloches là qui pourraient faire ding ding ding. Non, pas un réveil. Ah, c'est plus dur, hein. On a gardé le plus dur pour la fin. Alors. Ah, une cafetière, c'était ça le piège. On a dit, est-ce que quelqu'un va le dire? Ça ressemble à une cafetière. Ça n'est pas une cafetière. Non, et ben, cet objet sert en fait à laver du linge. C'est une vieille machine, voilà, à laver le linge. Donc effectivement, ça devait appuyer sur le linge, le mélanger et puis le laver. Eh ben bravo pour votre participation, super. Ce n'est pas le quiz pour gagner le lot, puisqu'on a un autre quiz qui sera plus en lien avec le futur, mais en tout cas, vous avez très très bien joué. Et je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Marion et à Clément, l'expert, le premier expert de la soirée, pour... petite Agathe, excuse-moi, je croyais qu'elle était prête. Agathe et Clément. Merci Audrey. Est-ce que j'ai bien entendu? Peut-être il est allumé. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Oh. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir Clément. Donc, comme Audrey l'a dit, j'accueille avec joie notre premier invité, donc Clément Pélissier. Clément, alors Jonathan l'a dit rapidement, Clément, tu es docteur en littérature, spécialisé dans les cultures de l'imaginaire et tu es passionné par la culture pop et tu as carrément réussi à en faire ton métier en donnant des conférences et en écrivant des livres. Donc bonsoir, merci d'être là avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement. Merci. Alors, avec vous, on va tout de suite plonger dans l'univers de la science-fiction. Alors, pour ça, on va d'abord revenir sur quelques définitions. Je pense que c'est des concepts qu'on manipule tous assez facilement. Mais voilà, vous allez nous dire exactement de quoi il en retourne. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition du rétrofuturisme ? Oui, en fait, il faut simplement regarder déjà le mot, comment il est formé. Il y a rétro et futur dedans. Ce qui veut dire que, donc, à la base, c'est une tendance, surtout un mouvement artistique. Et puis, comme tous les mouvements, il a essaimé dans la culture et dans beaucoup de domaines. Mais globalement, on va s'amuser à considérer comment le futur est imaginé dans le passé. Donc, Retour vers le futur nous dit beaucoup de choses, notamment le 2, par exemple. Et en fait, il y a deux tendances qui se chevauchent. Donc, c'est d'abord l'avenir tel qu'on le voit dans le passé et l'inverse aussi. C'est le passé tel qu'on l'imagine dans le futur. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez déjà vu les croquis de machines volantes de Léonard de Vinci, ils ont inspiré beaucoup de choses, notamment la cape de Batman. Et ils ont également, c'est un exemple de rétrofuturisme. Jules Verne a des éléments rétrofuturistes dans sa façon de concevoir, par exemple les sous-marins. Il y a beaucoup d'éléments. À partir du moment où on va regarder le passé, alors il y a un côté kitsch aussi, maintenant dans la SF. Quand on considère le rétrofuturisme, il y a un côté vieilli justement. Mais c'est intéressant de voir comment les gens du passé pouvaient considérer le futur. Et dites-vous bien qu'au bout d'un moment, nous serons nous-mêmes des rétrofuturistes puisque le temps continue d'avancer évidemment.
On sera un peu has-been en fait, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça. Ok, donc bon, futurisme, rétro-futurisme, j'y vois un petit peu plus clair. En préparant cette soirée, on est tombé sur d'autres termes, donc notamment tout ce qui est utopie, dystopie et uchronie notamment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en tant que chercheur, je me dois de citer mes sources. Donc là, je vais vous citer un monsieur qui s'appelle Gregory Claeys, qui intervient en 2021. Il est historien à l'Université de Londres et il revient sur ces définitions et il nous dit qu'une utopie décrit un état idéal. C'est-à-dire que le terme utopie, à la base, il vient de Thomas More dans l'ouvrage Utopia en 1514. Et à la base, en grec, c'est le bon endroit ou le lieu qui n'existe pas de base. Et maintenant, quand on parle d'utopique, on parle effectivement d'un lieu idéal, mais d'un lieu impossible. On a cette idée-là. Et ce qu'on va nommer dystopie, c'est la négation de l'idéal. Donc, généralement, c'est un état qui vire au despotisme. Platon en parlait déjà, par exemple. Comme vous voyez, c'est pas. Alors, il parlait pas de dystopie, simplement, il parlait de la négation d'un état, et notamment de la Crète de Sparte et des institutions. Et par exemple, on considère que 1984 d'Orwell, c'est à la fois de l'dystopie, mais on pourrait dire aussi une contre-utopie, puisque c'est vraiment le contre-pied total, c'est l'inverse même de l'idéal, puisque, évidemment, comme vous le savez, 1984, que j'ai lu beaucoup trop jeune pour ma santé mentale, décrit une société totalement gouvernée par Big Brother et un État où tout est régenté et contrôlé. Et donc on a cet aspect-là. Également l'Uchronie. L'Uchronie, tout simplement, on prend comme point de départ une situation historique existante, on modifie un événement pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles. Typiquement, Terminator tient de l'Uchronie. On a l'idée que les machines nous ont gouvernés et qu'on va envoyer une grosse machine surpuissante pour tuer la pauvre Sarah Connor et sa descendance. Et également, mais il faut faire attention parce que ce sont des éléments qui ne concernent pas que la SF. Il y a des éléments dystopiques qui interviennent dans des œuvres qui ne sont pas forcément purement SF. Par exemple, l'excellent Anno Dracula de Kim Newman part du principe que, donc là déjà on part d'une œuvre littéraire à la base, donc il reprend le Dracula de Bram Stoker en supposant que Dracula a gagné et qu'il a complètement asservi Jonathan Harker, Mina Harper et toute la clique. Van Helsing s'est fait casser la figure. Et du coup, on considère que la société est gouvernée par les vampires avec des éléments de steampunk. Mais Dracula, de base, c'est pas de la SF. Enfin, il y a eu évidemment des vampires SF, hein, bien évidemment, mais de base, le roman de Bram Stoker n'est pas de la SF, mais il y a quand même des éléments de dystopie là-dedans. Donc, il faut un peu trier. Mais globalement, c'est ça. C'est l'événement historique modifié. Le maître du haut château est une dystopie de Philippe K. Dick, par exemple. D'accord. Je reviens justement sur ce que tu viens de dire. Donc, tu as très rapidement parlé de SF, de courant de SF, de steampunk. Oui. Justement, on a eu l'impression que, voilà, encore une fois, en faisant nos recherches dans cette soirée, on a essayé de définir un petit peu la SF et les différents courants qui la composaient. Et il y a vraiment 4 grands courants qui je trouve qui se distinguaient peut-être plus que les autres dans la grande famille de la fiction, de la science-fiction. Donc on avait déjà tout ce qui était société du spatial, donc ce qu'on peut trouver dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Wall-E, Interstellar, des influences steampunk, comme ce que tu disais, donc peut-être dans Jules Verne, des mondes post-apocalyptiques comme Mad Max, par exemple. Je pense que c'est vraiment le bon exemple d'un monde post-apocalyptique. Oui, et puis enfin, il y a une 4e catégorie, ça serait vraiment les sociétés très techno. Alors dans la BD Yoko Tsuno, dans les films iRobot, Matrix, c'est des choses comme ça qu'on va trouver. Alors je ne sais pas si tu es d'accord avec cette classification, mais en tout cas, est-ce que toi tu trouves que ces sujets, ces grandes tendances dans les œuvres du cinéma, de la littérature, évoluent avec le temps et surtout, quelle est la tendance actuelle ? Alors, la question est vaste, mais je vais tâcher d'y répondre de manière concise. Juste avant ma réponse, je me permets de vous conseiller une vidéo qui a d'ailleurs été conseillée par Audrey, et je l'en remercie, de Noémie Delgado, qui tient la chaîne Horizon Universe, et qui a fait une vidéo sur les grandes aires de la SF et l'esthétique de ces grandes aires. Et donc elle cite d'autres aires, comme quoi ça vous prouve bien qu'il n'y a pas une vérité absolue
dans les courants historiques. On peut toujours faire des sous-catégories et la SF n'y échappe pas. Alors pour répondre quand même à la question qui m'est posée, je dirais que la tendance actuelle, donc effectivement je suis d'accord avec cette classification. Je dirais que là on est dans il faut se rappeler qu'une population, une civilisation se considère à l'aune de son propre développement. Ce que je veux dire par là, c'est que les auteurs et les artistes, et autrices évidemment, et les artistes, ils regardent leur temps par rapport aux bases qu'ils ont eux. Et donc ils imaginent par rapport aux bases qu'ils ont eux. Et donc dans ces courants-là, c'est extrêmement visible. Il faut se demander si la vision qu'ils ont est positive ou négative. Ça influence beaucoup la SF, ça. On a, par exemple, aujourd'hui, une tendance à se poser des questions sur l'écologie. Sur le monde de demain, sur comment l'écologie va ou pas arriver à tirer son épingle du jeu avec notamment les changements climatiques. C'est quand même à l'ordre du jour, c'est là. Je vous conseille par exemple Symphonie atomique de Etienne Kunj, qui est un collègue grenoblois et qui est excellent chez Critique. Très beau, alors roman très anxiogène par contre, parce que du coup la crise climatique, on est en plein dedans. Crise climatique qui avait déjà été supposée il y a longtemps. Michael Crichton l'avait déjà supposé dans l'un de ses romans où il parlait des orages avec État d'urgence. Michael Crichton, pour vous rappeler, c'est Jurassic Park à l'origine. C'est le roman de Jurassic Park. Et puis, je crois qu'aussi, il y a énormément de questionnements par rapport à l'IA. Voilà, donc c'est un gros débat en ce moment, notamment justement au niveau des artistes et l'influence sur les œuvres. Alors, je ne prétends pas répondre à ce débat, je dis juste que le débat est là. Simplement, effectivement, l'IA, on a tendance à s'imaginer, sans doute avec raison, qu'elle va faire partie du monde de demain. Alors, dans quelle proportion ? Ça, l'avenir le dira. Il est peut-être déjà en train de le dire petit à petit avec des outils tels que ChatGPT et compagnie. On a eu des IA très très négatives. On parlait juste avant la soirée de X-Files, avec notamment des IA qui se déchaînent. Dans Doctor Who, il y a pléthore d'ordinateurs et de robots qui se retournent contre leur créateur. Et puis, il y a aussi des IA un peu plus positives. Ça peut arriver, des ordinateurs amélioratifs. On pose aussi la question sanitaire, mine de rien, aujourd'hui. Il me semble qu'on a vécu une période qui a posé beaucoup de questions sur notre avenir, comment on gérait une crise sanitaire, comment on réagissait à une crise sanitaire. Donc voilà, mine de rien, c'est plus de la science-fiction. Ça, on a été confronté à tout ça et il faut faire avec. Il faut aussi se dire qu'il y a d'autres éléments par rapport à ça, d'autres maladies qui peuvent arriver. Et l'avenir dira comment on réagit à tout ça. Donc voilà, je dirais que les questionnements aujourd'hui, ils sont peut-être plutôt par là. On n'est plus vraiment sur le délire des machines, des robots. Alors, on y est encore sur le côté outils, sur le côté... sur le côté assistance, mais on n'est plus sur le côté armée de robots, armée de gros robots géants. C'est vraiment plus le... Enfin, j'aime beaucoup Pacific Rim, c'est pas le problème, mais du coup, c'est plus très actuel. On est surtout sur des questions, je dirais peut-être surtout sociétales, en fait. On est surtout sur l'évolution de comment la société va tourner et comment on va être citoyen aussi au sein de cette société-là. Oui, ça me fait penser à Handmaid's Tale, par exemple, qui interroge justement, comme tu le dis, aussi des changements de société. Voilà, la SF n'est plus seulement drivée par des technos et par des choses qui nous font peur et qu'on ne comprend pas, mais aussi par des changements vraiment au sein de nos sociétés. Ok, alors on va revenir peut-être quand même un petit peu sur Retour vers le futur, parce que c'est avec ça qu'on vous a tous hameçonnés ce soir. Donc on va en parler un petit peu. Alors on a parlé des différentes catégories de la SF, et alors on a l'impression finalement que Retour vers le futur, enfin moi j'aurais du mal à le mettre dans une de ces catégories. C'est pas vraiment post-apocalyptique, spatial, voilà, bon bref. Et alors on se rend compte que le 2015 du film, alors qui a été, on le rappelle, imaginé en 1989, est assez réaliste. Donc alors pourquoi? C'est la question à 1000 sesterces. Pourquoi, Clément? Alors, il faut savoir que Retour vers le futur, à mon âge, il a quasiment 35 ans, le 2 à 35 ans. Je sais, ça fait mal, mais voilà, dites-vous le recul qu'on a pris dessus.
Et je dirais que justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire et par rapport à ce que tu disais, eh bien, on a l'idée d'un futur, d'un 2015, hein, là je parle vraiment de Retour vers le futur 2, qui serait assez positif finalement. Rappelez-vous, notamment, on a tout le délire du rajeunissement, Alors, s'il y a bien une inquiétude que l'être humain a toujours eue, et ça, c'est pas une question de SF, c'est sa mortalité, c'est le fait qu'il vieillit, et c'est le fait ou elle vieillit, qu'importe, que les humains vieillissent, et que, du coup, il y a un moment, on va y passer. Et rappelez-vous, le doc, dans Retour vers le futur 2, dit à Marty qu'il est passé dans une clinique de rajeunissement, qu'ils lui ont changé le foie, la rate et compagnie, qu'il en a pris pour 20 ans, que tout va bien. Donc on a un côté vraiment très amélioratif. Il y a un côté aussi qui se moque du cinéma, par exemple. Zemeckis a énormément d'humour là-dessus et de recul par rapport au nouvel Hollywood, en fait. Parce que rappelez-vous, le requin holographique qui va bouffer Marty de Jaws 9, donc des Dents de la Mer 9 en 2015, la réaction de Marty alors qu'il a frisé la crise cardiaque, c'est le requin a toujours l'air aussi faux. Et voilà. J'adore Les Dents de la Mer. Jaws est un film incroyable, est un film traumatisant pour des générations de baigneurs, mais effectivement maintenant ça vieillit au niveau du requin. Là, on sent qu'il y a un peu de. Hein. Bon, Jurassic Park a moins bien vieilli, a mieux vieilli, pardon, a moins vieilli. Le T-Rex, il est toujours aussi. Bref. Je m'écarte. Mais voilà, il y a un retour aussi sur le cinéma par rapport à la technologie. On a l'idée. Alors, je dis un futur plus positif. En fait, ça dépend pour qui. On a un futur. On a l'impression que la société a été améliorée par la technologie. On a l'impression qu'on est sur une technologie du quotidien. On a l'impression que la technologie fait partie intégrante des gens de 2015. Par contre, rappelez-vous, pour Marty McFly et Jennifer de 2015, c'est pas rose. Et la technologie est là pour creuser, chez Marty et Jennifer en tout cas, un clivage social. Rappelez-vous, le You're Fired, qui débarque en trombe chez Marty en quantité astronomique, et on lui envoie littéralement un fax via la webcam, on le noie sous les Fired. Et du coup, effectivement, là, la technologie est pas vraiment améliorative. On a l'impression qu'il n'y a plus de poignée de porte aussi en 2015. Rappelez-vous, Jennifer pose son doigt sur un cadran, sur sa porte pour ouvrir sa porte. Et en fait, on voit que Marty et Jennifer ont fait un mariage minable, qu'ils sont dans une précarité. Donc je dirais que ce que prouve le futur de Retour vers le futur, du côté de Marty McFly, parce que c'est toujours sa ligne temporelle à lui qu'on va suivre, du côté de Marty McFly en tout cas, 2015 n'a pas été amélioratif. Mais du côté de la civilisation qui nous est montrée, on a l'impression que le futur est plutôt cool. Quoique kitsch aujourd'hui, puisque le plus grand fantasme montré par Retour vers le futur 2, c'est la voiture volante. Et on est toujours obligé de prendre le tram pour aller au boulot. Donc voilà, c'était le gros fantasme rétrofuturiste de l'époque, surtout en 89 du coup. Et donc du coup, voilà, on en est bien évidemment pas encore là, mais je pense que c'est encore le fantasme actuel. Hein. Oui. On faisait un petit test tout à l'heure, on se disait, est-ce que si on demande aux gens de se projeter dans 30 ans, ils nous répondraient du tac au tac, voiture volante. Et je pense que oui, que ça ferait partie encore des réponses, parce que il y a un siècle, on trouvait déjà ça sur les anciennes gravures. Il y a 30 ans, voilà, on en parlait dans Retour vers le futur. On peut se demander, pourquoi ça fait autant rêver de voir ça, mais tout simplement parce qu'il y a quand même un lien à tracer entre la voiture volante et le vaisseau spatial, tout simplement. C'est la grande distinction entre la voiture lambda et le vaisseau interstellaire, c'est que justement, ils volent. Là maintenant on est en train de développer des voitures qui fonctionnent à l'IA, encore et toujours on la retrouve, avec les questionnements que ça suppose, hein, s'il n'y a plus de conducteur humain, à quel moment est-ce qu'on reprend le contrôle, bref, il y a tout un tas de questions techniques et éthiques qui se posent, mais en tout cas on est vraiment dans l'idée que l'humain va collaborer très très fort avec la machine, et c'est vrai que la voiture volante, finalement, à partir du moment où on a toujours rêvé de la conquête spatiale, de la propulsion spatiale, c'est pas du tout étonnant qu'on rêve de... Moi personnellement, j'adore la DeLorean parce que Retour vers le futur, mais avoir une voiture avec des porte-papillons comme ça qui volerait, c'est génial. Enfin, à mon avis, ce serait imbuvable pour les bouchons, ce serait atroce, parce qu'on remplacerait... Et puis au niveau de la pollution atmosphérique, je vous raconte pas. Oui, le code de la route, il y a déjà en ski, il y a des gens qui ne respectent aucune règle, alors je ne vous explique même pas en voiture volante. Mais ça poserait tout un tas de questions éthiques. Mais sur le côté fantasmatique, en tout cas, c'est génial.
Bon, bah, du coup, je pense qu'on on a finalement réussi à classer Retour vers le futur. C'est donc un film sur la conquête spatiale. Sur la conquête du ciel, en tout cas. Du ciel, on ne l'avait pas vu venir. Merci Clément. Alors juste, je voulais revenir sur quelque chose que tu as très rapidement évoqué. Tu as parlé de science-fiction du quotidien. Alors on aura l'occasion, notamment dans le quiz, de revenir sur toutes ces petites technologies qui émaillent Retour vers le futur 2. Mais je voulais juste partager avec vous ce que Bob Gale, donc un des co-scénaristes de Retour vers le futur, avait expliqué. Donc en fait, quand on lui a demandé comment est-ce que vous avez créé l'univers de Retour vers le futur 2, comment vous avez réussi à vous projeter dans un futur, et voilà, il avait expliqué que eux, ils avaient avant tout essayé, donc non pas ils n'ont pas vraiment raisonné par uchronie ou par dystopie ou utopie, mais ils ont plutôt essayé de prendre plein de petits objets et de pousser, de pousser les technologies pour avoir un quotidien un petit peu plus futuriste. Et alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de petites choses. Le côté écolo, regardez, on le retrouve avec le doc qui essaye de nourrir la DeLorean avec du déchet. C'est vrai, c'était très visionnaire. Bon, alors on va finir, je pense, avec cette interview. On reviendra dans le quiz avec Marion dans quelques instants sur ces fameuses petites technologies du quotidien. Mais avant ça, on va prendre quelques minutes pour peut-être des questions que vous auriez envie de poser à Clément. Vous pourriez aussi lui en reposer tout à l'heure, à la pause ou plus tard. Alors, je vais vous passer mon micro. Oui, bonsoir. Je voulais que vous reveniez sur les notions de steampunk, voire même de dieselpunk, et les différences éventuelles avec tout ce qui est chronique. Enfin, si vous avez des éclairages à nous apporter, ou des définitions. Merci. Steampunk, on va retrouver justement le côté vapeur dans la définition. Il y a vraiment un côté engrenage très fort, avec un côté aussi costume un peu de l'époque victorienne. Cyberpunk, on a un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus brut, beaucoup plus technologique justement. Vous avez un exemple tout récent, si, je crois, il a 2 ans il me semble, Cyberpunk, justement le jeu vidéo qui a été tellement annoncé comme étant la révolution absolue et qui a débarqué avec un tas de problèmes qui ont été patchés depuis, mais bref, il y a eu énormément de choses autour de ça. Donc voilà, je dirais qu'il y a un côté, ça dépend du côté amélioratif ou péjoratif de la SF aussi de temps en temps, mais le steampunk, il y a vraiment ce côté inventeur qui va sortir. Si vous voulez un bel exemple avec des éléments steampunk très cool, je vous conseille Rouille de Floriane Soulas, où elle a imaginé, c'est un roman qui date de 2020 si je ne dis pas de bêtises, où elle a imaginé une société victorienne qui aurait découvert des composants fabuleux sur la Lune, qui auraient amélioré beaucoup la technologie, mais qui auraient justement créé des clivages sociaux très forts. Et on va se retrouver, le cadre principal, c'est une maison de passe et un assassinat de prostituées qui va justement montrer ce qu'est la rouille, c'est-à-dire une drogue terrible qui circule, une nouvelle drogue terrible qui circule, et voilà, je vous conseille pour les éléments steampunk notamment de lire ce roman qui est très classe. Oui, Marion ? Oui, au Far West, effectivement. Voilà, par exemple. C'est vrai, exactement. Vous avez une autre question alors sur les courants steampunk ou pas? Moi, ça m'a fait penser à Arcane, le dessin animé. Oui. C'est vrai. Voilà, qui est une nouvelle drogue aussi, un petit peu comme le roman que tu nous présentes. Est-ce que vous avez une autre question pour Clément, ou est-ce qu'on passe au quiz? En fait, vous voulez tous gagner des lots, c'est ça? C'est ça qui vous intéresse? Ils veulent la pop de Marty, qui est très classe. Oui, je comprends. Je l'ai. Bon, on reprendra un temps plus tard avec Clément, notamment à la pause. Merci Clément beaucoup pour toutes tes explications. Voilà. C'est trop bien. Merci.
merci beaucoup. C'était pas trop long et on n'avait pas tout. Ouais, moi non plus, pas du tout. Non, mais c'était parfait, merci beaucoup. Marion. Merci. Donc un quiz vers le futur et au-delà. Nom de Zeus. Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Alors ne partez pas sur les chapeaux de roue à 88 miles à l'heure, on va le faire ensemble. Comme ça, vous avez le temps de souffler. Enfin, allez-y si vous voulez être à fond, mais je vais donner le même temps pour tout le monde. Oui, les intervenants peuvent participer aussi. Est-ce que tout le monde a cette petite fiche et un feutre, un stylo, un crayon ? N'oubliez pas de bien marquer votre nom. Ça serait bête d'avoir toutes les bonnes réponses et qu'on ne sache pas vous repérer tout à l'heure. Alors, on fera le dépouillement tout à l'heure pendant la pause. Ne nous en voulez pas si vous ne gagnez pas alors que vous avez tout juste, parce que on vous connaît, vous êtes très geek et très connaisseur, donc on aura sûrement beaucoup de bonnes réponses. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, on a parlé de voitures volantes. Jusqu'ici, dans quel film ne voit-on pas de voiture volante ? Donc pas de voiture volante dans A. Total Recall, B. Le 5e élément, C. Matrix ou D. Blade Runner. Donc pas de voiture volante. On essayait de vous rappeler un petit peu de certaines scènes. Il y en a, c'est assez évident. Il y en a même, c'est carrément des scènes du film qui se passent dans des voitures volantes, si vous vous souvenez bien pour certains. Dites-moi. Oula, bonne question. Je vois un petit oui. Non, je ne sais pas si c'est à moi qu'on dit. Je vais partir du principe, je regarde Agathe pour vérifier. Matrix, c'est le premier Matrix ? Allez, oui, bon, premier Matrix. Allez, on avance sur la deuxième. Donc, bien sûr, on ne donne pas les bonnes réponses tout de suite. Alors, les chaussures autolassantes. Donc, est-ce que c'est une prédiction ? Est-ce que c'est une fiction ? Donc, vous allez voir, je vais alterner ces questions entre des questions de connaissance de film ou bien des questions sur les technos. Alors, petit point, sur toutes les questions prédiction ou fiction, ce qu'on appelle fiction, c'est que, il peut y avoir quelque chose qui existe, qui est dans les labos, mais bon, si personne l'utilise, si on ne peut pas l'acheter, si ça ne fait pas partie de notre quotidien, ça reste quand même une prédiction. Une fiction. Voilà. Une fiction, donc, on se comprend. Voilà merci donc Marion de suivre. Prédiction, on va dire, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des chaussures autolassantes vendues dans le commerce, accessibles, en petite série ou grande série ? Et stylé. Très stylé. Là, dans le film, c'était Nike, un petit placement de produit Nike. Ou est-ce que c'est carrément une fiction ? On n'en voit pas du tout à notre époque. Troisième question. Dans quel film trouve-t-on des voitures autonomes ? Donc, je ne parle pas de voitures volantes, mais de voitures autonomes qui peuvent se déplacer toutes seules. Donc, A. Minority Report. B. Metropolis. Je crois qu'on a une affiche de Metropolis ici. C. Blade Runner. Ou D. Retour vers le futur. Donc, dans quel film on trouve des voitures autonomes ? Voilà, on va passer la question 4, donc à nouveau une question de prédiction ou de fiction. La biométrie. Donc, Clément en a parlé avec l'ouverture de la porte avec le doigt, avec l'empreinte. Donc, prédiction ou fiction. Une un peu plus facile peut-être que... On retrouve également dans les Totally Spies, par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'on parle de pas mal de références très connues, mais on a parlé de films moins fréquemment cités, mais en fait dans pas mal de dessins animés ou de films moins connus, on a des choses comme ça de rétro-futuristes. Question 5. Quel film avait prédit les téléphones portables à clapet ? Qui nous manque. Magnifique Samsung. Oui, qui nous manque. Alors oui, il est à clapet, mais avec écran pliable celui-là pour le coup. Celui-là, il est nouveau. Donc, A. Metropolis, B. Retour vers le futur, C. 2001, l'Odyssée de l'espace, ou D. Star Trek.
J'avance un peu, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez déjà pas mal avancé. Question 6, la presse robotisée. Prédiction ou fiction? Donc là, donc j'ai lu la légende en même temps, hein, parce que la section, enfin j'ai pas bossé cette partie du film, mais des drones qui prennent en photo en direct l'arrestation de Biff et qui envoient des... Voilà, exactement. Donc soit des drones ou je sais pas, ou des robots ou des technologies qui permettraient de robotiser le travail des journalistes. Là, c'est des drones. Il se pourrait que ça soit d'autres technologies. Question 7. Quel film montre des jetpacks? Donc là, vous avez un petit exemple de jetpack, donc un dispositif accroché au dos qui permet de voler. Il y a un S à film et ce n'est pas pour rien. Donc, Iron Man, réponse A. B, le 5e élément. C, James Bond. D, fiction. Alors celui-là, je ne connais pas. Fiction. Est-ce que c'est un film? Une catégorie. Oui, c'est OK. Question 8, on revient à nouveau à Retour vers le futur. Les vêtements qui sèchent tout seuls, comme cette petite veste très, très classieuse. Prédiction ou fiction? Ouais, elle est géniale. Avec les manches qui se réduisent. Ensuite, question 9. Quelle série télé avait prédit les tablettes tactiles? Réponse A, Star Trek. B, James Bond. C, Fahrenheit 451. Ou D, Terminator. Les plus geeks ou les plus sérieux remarqueront que c'est pas que des séries télé, là, pour le coup. Il y a des franchises de films. Oui, je l'ai entendu. Hein. Je l'ai entendu, les gens qui disaient quoi, mais la question, elle est pas bien. Allez, on va dire des séries télé ou des séries de films, ou des franchises hollywoodiennes. Ouais, vous êtes très bons, là. Franchement, on va pas pouvoir vous départager facilement. Question 10, les appels vidéo, les visios, tant qu'à faire. Prédiction ou fiction? Avec le patron de Marty. Les questions et Needles. Ça a dû être sympa à filmer. C'est quand même rigolo, on remarquait en regardant le film, c'est que cette scène, du coup, ne nous surprend pas. Alors qu'à l'époque, quand ça a été tourné, oui. Et en fait, nous, on glisse dessus. Bon, j'ai un peu spoilé. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais quand on l'a vu, quand même, on était un peu étonnés à la période où on l'a vu. Enfin, j'ai des vagues souvenirs où je me disais, oh, il parle à sa télé, quoi. Bon, je suis toute seule à délirer là. Question 11. Vous n'avez pas pensé ça? Avec le fax qui débarque et tout, c'était fantastique. Question 11. Qui est Hal? Réponse A, une voiture intelligente. Réponse B, un assistant intelligent. Réponse C, le premier chien dans l'espace. Ou réponse D, un highly advanced laser. Allez, le premier qui répond... qui dit quel est le film, gagne notre reconnaissance. Alors, c'est 2001. Là. C'est après les réponses. Non, mais là, pour dire, voilà, ça donne un petit indice. Question 12. La maison connectée. Prédiction ou fiction? Donc, si vous avez un peu faim, hop, le petit dispositif vous descend les raisins. Ouais, c'est vrai, avec les croquettes qui tombent toutes seules pour nourrir le chien. Mais ça faisait plus bricolage quand même, ça fait plus... voilà. Ça venait du Fab Lab. Oui, c'est ça, on verrait peut-être plus ça chez nous, là. Question 13. Qui a lancé l'idée d'un téléphone transparent? Ah, on a le même téléphone, du coup. Réponse A, James Bond. Réponse B, Tony Stark dans Iron Man. Réponse C, James Kirk dans Star Trek. Et réponse D, Neo dans Matrix. Question 14. La pizza réhydratée, ma préférée. On met le petit extrait histoire d'en profiter. Prédiction ou fiction? Pizza Hut, d'ailleurs, nouveau placement de produit. Là. Ils avaient sorti une édition de la pizza pour l'anniversaire du film. De celle-ci? Ouais. J'ai fait toute une ville juste pour la bouffer. Est-ce qu'elle était bonne? Dégueulasse. Là, c'était du Domino's, donc c'était pas fou, mais moitié-moitié. Allez, on s'achemine vers la fin. Encore 2 questions. La 15e. Quelle technologie est la plus probable dans notre futur? Oh, pardon, je suis allée un peu vite.
avec une petite affiche de nos futurs. Réponse A, la téléportation de Star Trek. Réponse B, la criminalité prédictive de Minority Report. Réponse C, le voyage dans le temps de Retour vers le futur. Ou réponse D, l'IA super intelligente de Her. Si vous vous souvenez bien, Her, c'est Joaquin Phoenix qui tombe amoureux de son intelligence artificielle, de son assistante Samantha. Et ils ont des discussions très poussées. Samantha apprend petit à petit, devient très, très intelligente. Et pour finir, dernière question. Le fameux, on ne pouvait pas passer une soirée sans en parler. Il arrive de ce pas, l'overboard, prédiction ou fiction. Oui, c'est Mattel, c'est ça? C'est Mattel, oui. Mais ils l'ont Placement de sorti produit. en skate, non? Oui, parce que pour rappel, il arrête une petite fille qui est sur une espèce de trottinette volante. Il arrache un morceau de cette trottinette et ça devient un overboard. Mais en fait, c'est la trottinette de Barbie. En vrai, non mais on a le film Barbie qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est ça. Voilà, si vous avez terminé, je ne sais pas s'il a posé tout de suite. Si Oui, on on vous laisse, on va faire une petite pause on va de 10 récolter minutes à les peu papiers. près. Et en sortant de la salle, vous nous laissez vos petits quiz pour qu'on puisse compter les points. Donc Merci à tous et à tout de suite. Ça marche. Ça marche. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Alors nous voici de retour pour la deuxième partie de cette soirée Retour vers le futur. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invitée, Marie. Bonjour Marie. Bonsoir. Ravie d'être avec vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Marie, tu es chargée de projet design fiction à la ville de Grenoble. Alors, ce n'est pas un métier très commun. On n'a pas trop l'habitude, peut-être encore, de l'entendre. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est que ce design fiction et quel est ton rôle à la ville de Grenoble ? Alors du coup, le design fiction, c'est une approche de design qui sert à explorer les futurs. Et globalement, l'idée, c'est d'aller matérialiser les conséquences de nos prises de décision, de nos innovations, par des fictions. Vous allez voir, on va un peu plus vous expliquer ce que c'est. Tout ça pour en fait venir mettre en débat les futurs possibles dans lesquels on va vivre. Donc là, l'idée étant que, vu qu'on est à la ville de Grenoble, on vienne plutôt mettre autour de la table soit des élus, soit des agents, soit des habitants, autour de questions qui vont les toucher demain. Donc là, pour vous donner une idée d'exemples de sujets sur lesquels on peut travailler, là, on a travaillé sur la question du futur de la sobriété énergétique, où pour mettre en débat ce futur-là, on a imaginé un compteur électrique fictif. Et je vous donnerai d'autres exemples par la suite. Là, on travaille également sur un projet de sécurité sociale de l'alimentation. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un projet qui est en train d'être mis en place avec l'idée que potentiellement les Grenoblois et Grenobloises dans quelques années pourraient recevoir de l'argent pour se nourrir. Et d'autres projets du type, là, on est en train de travailler sur les élections européennes, donc peut-être montrer un futur dans lequel on n'aurait plus d'Union européenne et donc discuter de ce que ça pourrait donner. Donc voilà, matérialiser les conséquences de la prise de décision par des objets fictifs. Super intéressant. Et comment est-ce que ça a émergé, cette discipline ? Alors, bon, comme un peu toutes les disciplines, il y a plein de possibilités de réponse à ce genre de questions, mais il y en a une en particulier dont je voulais vous parler ce soir. C'est un travail de recherche qui s'appelle Lab Coats in Hollywood par le chercheur David Allen Kirby, qui en fait montre comment les œuvres de science-fiction, romans, films, etc., ont impacté des financements scientifiques. Enfin, en fait, là, on a un bon exemple avec Minority Report sur lequel je reviendrai par la suite. Donc voilà, l'idée que la science-fiction, finalement, elle a impacté l'innovation très directement et que donc la science-fiction a un très fort impact sur nos imaginaires. C'est d'ailleurs quelque chose que le monde du marketing a bien compris très vite et s'en est bien emparé. Je pense que ça, vous l'avez peut-être remarqué, notamment dans Retour vers le futur. Mais voilà, le monde du marketing a compris la force des imaginaires et donc l'utilise pour faire du, entre guillemets, pré-placement de produits, se faire exister dans le cerveau de l'audience dans le futur. Donc je sais que dans Retour vers le futur, il y a Pepsi notamment qui fait ça. Il y a plein d'autres marques, je crois. Oui, il y a Pepsi, il y a la montre de Doc, la Seiko.
Il y en a quelques-unes. Voilà, je vois plus récemment, j'ai vu qu'il y avait Uber qui apparaissait dans des clips avec des voitures volantes. Donc l'idée, en fait, pour ces marques étant de se faire exister en fait dans le futur, pour que les gens soient déjà habitués à l'idée que ces marques soient encore là demain. Et en fait, finalement, le design fiction, il commence seulement à s'emparer de la force de ces imaginaires, et plutôt pour utiliser la fiction comme un moyen de réfléchir les futurs et de penser des alternatives. On l'espère un peu plus intéressante, un peu plus souhaitable et plus démocratique que celle dessinée par le marketing, justement. Et si on va plus loin, justement, avec ces idées de marketing, il y a l'imaginaire, il y a aussi les objets du futur, les artefacts qu'on peut imaginer. Quelle est leur place dans le design fiction ? Voilà, du coup, dans la définition que je vous donnais du design fiction, je vous parlais du fait qu'il y avait en effet des objets fictifs. Bon, il y a plein de termes pour ces objets, donc artefacts, objets fictifs, voilà. En fait, l'idée d'utiliser ces objets, c'est un moyen de plus facilement immerger un public dans le futur duquel on parle. Donc là, je peux vous donner du coup l'exemple que je vous mentionnais rapidement, celui de Minority Report. Donc dans Minority Report, c'est assez chouette. Il y a une scène qui dure 20 secondes. On voit Tom Cruise manger dans une petite boîte de céréales que vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez quelle scène c'est. Ça dure vraiment 20 secondes. Ça n'a pas d'importance dans le scénario. La boîte de céréales s'active. On comprend que c'est une publicité. Il tape sur la table cette boîte de céréales. En fait, on comprend qu'il essaye d'arrêter la publicité. Ça ne marche pas et il balance la boîte de céréales dans le décor, extrêmement frustré. Cette toute petite scène, comme je vous disais, n'a rien à voir avec l'histoire. Vous l'avez probablement oublié. Sauf qu'en fait, en 20 secondes, Steven Spielberg, comme ça, il vous a donné plein d'éléments sur le monde dans lequel le personnage évolue. Vous avez compris qu'il y a de la publicité dans l'environnement et le quotidien du personnage, qu'elle est extrêmement présente, frustrante, et donc le personnage a une relation finalement désagréable avec cette technologie, alors qu'il aurait pu la présenter autrement s'il l'avait voulu. Et c'est ce mécanisme-là que nous, on utilise dans le design fiction pour raconter des histoires, pour raconter un futur. On va créer des objets qui vont raconter un monde. Et c'est comme ça en fait que du coup on transforme des visions lointaines du futur en des produits, des services qui sont manipulables et donc immédiatement compréhensibles. Généralement, comme la boîte de céréales, on joue sur le côté créer des objets qui sont un peu banals, étrangement familiers. Donc je ne sais pas, par exemple, des exemples de design fiction qu'on voit régulièrement, c'est des fausses unes de journaux. Donc là, je sais que par exemple, le ministère des Armées, avec son projet de la Red Team, si vous voulez un exemple concret, utilise ce genre d'artefacts, donc des fausses unes de journaux pour représenter les conflits d'ici 2050, par exemple. Mais ça peut être en effet une boîte de céréales, ça peut être une fausse émission télé, ça peut être plein de choses. En fait, si vous voulez, les artefacts, pour faire simple, il faut imaginer un petit peu l'exercice qu'on vous faisait faire, c'est l'archéologie du futur. Imaginez que vous êtes un archéologue en 2070. Quels seraient les objets que vous pourriez retrouver de notre civilisation ? En fait, il y en a des tas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un texte de loi, ça peut être un extrait vidéo, un extrait sonore. C'est ça, les artefacts. Et donc, c'est ça qu'on utilise pour aider les gens à penser demain, plutôt que de passer par des longs textes compliqués pour leur expliquer des problématiques qui, en fait, peuvent être racontées par une histoire. Et alors justement, est-ce que ça a un intérêt particulier de passer par la fiction, de passer par ces récits pour imaginer demain dans le cadre notamment d'une collectivité au lieu de le faire par des outils classiques, je dirais ? Alors du coup, ces objets, en fait, on les présente jamais tout seul, on les présente au sein d'un récit. C'est-à-dire que généralement, on a typiquement la scène là, c'est un exemple parfait. On a la boîte de céréales, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont le personnage réagit à cette boîte de céréales, en fait. Et ça, donc, c'est c'est de la mise en récit, c'est du storytelling. Et en fait, ce qui fait qu'on a décidé de mettre ça en place aujourd'hui dans des organisations, dans des collectivités, etc., c'est qu'en fait, le cerveau humain, il est très réceptif à tout ce qui est storytelling. Quand on raconte une bonne histoire, on a des hormones en fait dans le cerveau qui s'activent, notamment la dopamine, l'ocytocine et les endorphines, qui vont augmenter la mémorisation, la concentration et aussi augmenter l'empathie vis-à-vis d'un personnage. Donc typiquement, si l'idée c'est de mettre les habitants autour de la table sur un sujet qui ne les concerne peut-être pas directement ou qui est complexe, en fait, utiliser ce mécanisme-là est extrêmement intéressant parce qu'en effet, on peut leur permettre de se mettre à la place d'eux. On garde leur attention plus longtemps. C'est en fait aussi quand même plus ludique en général. Donc voilà, c'est des mécanismes assez intéressants à utiliser. Et puis au-delà de ça, les fictions, là, vous le voyez, sur cette image-là, donc ça active l'essence dans le sens où on a du visuel.
dans l'extrait, si vous allez le chercher, il y a du sonore, la boîte de céréales fait du bruit. Nous, on crée des objets qui sont aussi manipulables, c'est-à-dire que si vous veniez à un de nos ateliers, vous pourriez potentiellement toucher l'objet, peut-être l'activer. Et cette activation d'essence, elle permet en fait justement, comme je vous le disais, d'éviter de passer par les outils cognitifs très traditionnels qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire le texte, la théorie, etc. Et en fait, ça permet aussi de rendre plus accessibles certaines discussions, certains sujets auprès de publics plus variés. Donc c'est aussi l'un des intérêts d'utiliser la mise en récit. Et une mise en récit donc dans un futur plutôt proche. Oui. Tu disais, on l'utilise plutôt sur un futur qui se passe de 10-15 ans à peu près. C'est ça. Et c'est un petit peu ce qu'on a l'impression que les auteurs, finalement, les producteurs de Retour vers le futur ont fait finalement, puisque, comme le rappelait Agathe, on se situe en 1989, au moment de la réalisation du film, qui se projette en 2015. Donc on est sur à peu près 25 ans entre les deux. Et du point de vue, toi, de ta position de chargé de design fiction, comment tu penses que les auteurs se sont positionnés pour imaginer ce futur ? Alors, du coup, je ne vais pas pouvoir répondre exactement, parfaitement, même si d'ailleurs, finalement, vous l'avez un petit peu mentionné dans l'intervention de Clément, mais voilà, il y a plusieurs possibilités dans la façon de faire ce genre d'exercice. Déjà, on peut commencer en fait par regarder si on veut se positionner sur un futur qui est du coup là dans 25 ans, on peut commencer par se positionner sur qu'est-ce qu'il y avait 25 ans avant nous et se rendre compte en fait de l'état des changements entre il y a 25 ans et aujourd'hui. Et donc en fait pour faire l'exercice ensuite de se dire on passe à plus 25 ans, on peut se dire ça sera à peu près la même typologie de changement, en même temps le même niveau de changement qu'on aura d'ici 25 ans. Donc un peu l'effet miroir. Après, il y a deux exercices que vous pouvez essayer de faire et qui sont des exercices qu'on fait aussi dans la prospective en général. Le premier, c'est un petit peu celui que vous mentionnez, donc du coup, qui est un travail dit d'extrapolation, c'est-à-dire qu'on va partir en fait de ce qu'on appelle des signaux faibles, donc des tendances qui commencent un petit peu à apparaître, des technologies qui sont juste naissantes, et on va les étirer, on va les exagérer, on va se demander à quoi ça pourrait ressembler demain si ça devenait la norme. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire très régulièrement dès qu'on commence à faire des petites recherches sur des technologies qui sont en train d'émerger. Et puis, si on veut vraiment faire un pas de côté, essayer d'imaginer un futur qui est quand même un peu plus autre et qui n'est pas juste le présent étiré vers demain, on peut essayer d'utiliser le même mécanisme de conception de scénario que Black Mirror. Black Mirror, pour faire des épisodes, il passe par des « et si » what ifs. En fait, ils se disent « et si demain ?» Ils prennent un objet, par exemple l'IA, donnait ceci. Ils se font du coup toute une réflexion autour de toutes les possibilités possibles. Et celle qui leur plaît le plus, celle qu'ils trouvent la plus intéressante, ils en font un épisode. Ça, c'est un mécanisme qu'on utilise beaucoup dans le design fiction. Donc là, et si demain, tel projet donnait ça, et ensuite on réfléchit à toutes les conséquences possibles, et ensuite on vient, comme je vous disais, matérialiser celles qu'on trouve les plus intéressantes à mettre en discussion. Super. Alors, dans la culture populaire, et peut-être même dans la réalité d'ailleurs, on a l'impression d'être souvent submergé par des futurs qui sont plutôt dans le négatif, plutôt sombres, assez inévitables, qui motivent finalement très peu à changer les comportements et puis aller vers du positivisme dans ce futur. Est-ce que l'exercice d'imaginer des futurs qui seraient plus souhaitables pourrait relancer un intérêt, des envies d'agir pour des citoyens, pour créer ce futur positif ? Du coup, l'un des intérêts en effet de passer par le design fiction, c'est que justement on essaye de ne pas être soit totalement dans la dystopie, soit l'utopie, on essaye d'être un peu entre deux. En fait, on vient chercher justement la friction, c'est-à-dire comment on peut raconter finalement le futur. On part du principe qu'en fait il sera comme le présent, c'est-à-dire que finalement il y aura toujours de la complexité, il y aura toujours des gens plus ou moins contents et surtout du coup dans ces futurs qui sont relativement proches des nôtres. Maintenant, en effet, on peut quand même avoir une tendance à pousser un peu plus vers des scénarios positifs, parce que l'une des raisons pour lesquelles ce genre de pratiques se sont développées, c'est justement pour lutter contre ce que Nicolas Nova, un anthropologue suisse, je crois, appelle la panne d'imaginaire. Donc là, on parlait un petit peu d'imaginaire tout à l'heure, mais l'idée qu'en fait, en effet, les films de science-fiction, finalement, poussent un peu certains imaginaires plus que d'autres, notamment les 4 que vous mentionniez juste avant, et qu'en fait ces 4 imaginaires finalement ont un impact extrêmement fort sur la manière dont les gens imaginent le futur.
en fait, d'une manière qui n'est pas forcément extrêmement positive, puisqu'on est beaucoup sur de la dystopie, que c'est finalement assez immobilisant et c'est très difficile de se projeter sur une action concrète pour justement essayer de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, l'idée de se positionner sur des futurs plus proches et potentiellement avec cet angle un peu plus entre deux, on n'est pas sur l'utopie parce qu'en fait l'utopie, quand on se questionne un peu, c'est souvent la dystopie de quelqu'un d'autre. Donc finalement être un peu entre deux donne une plus grande capacité d'action et permet un peu plus de se poser sur en fait qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire. Ça fait directement le lien avec la dernière question que j'ai à te poser, parce que tu as notamment donc travaillé sur ce projet qui s'appelle Grenoble 2040, pour imaginer certaines choses qui pourraient se passer à Grenoble en 2040. Est-ce que tu as parlé donc d'ateliers qui ont eu lieu. Quelles sont les prochaines étapes de ce projet-là ? Du coup, je le mentionnais un petit peu au début, mais donc les premiers projets qu'on a menés, vu que c'est une approche qui est très nouvelle, étaient plutôt en interne à la ville, donc c'était plutôt du travail pour faire réfléchir les élus, notamment sur les conditions de travail des agents. Et donc là, on va en effet avoir des projets plus publics. Donc je vous parlais de cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation. Ça, l'idée, c'est que ce soit vraiment des citoyens qui co-conçoivent la démarche avec des partenaires associatifs et la ville, en tout cas jusqu'à un certain stade. Et donc on va avoir des assemblées citoyennes qui vont être mises en place plutôt normalement à la rentrée prochaine. Et du coup, dans ce contexte, il est possible qu'il y ait des formes de design fiction pour faire réfléchir autour des thématiques de l'alimentation. C'est encore en construction, donc je vous dis c'est possible. Mais en tout cas, ces assemblées ont pour vocation d'être ouvertes au grand public, à toutes et tous pour le coup. Donc si ça vous intéresse de voir ce que ça donne, et puis juste pour le projet, vous pouvez venir nous voir, ce serait avec plaisir. Donc à suivre sur le projet Grenoble 2040. Et un grand merci Marie. On va peut-être prendre une ou deux questions comme tout à l'heure avec Clément, si vous en avez tout de suite. Vous pouvez aussi les garder pour la fin. J'en ai une ici. Alors on va le micro pour l'enregistrement. Bonsoir, merci pour votre présentation. Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est la première fois que j'entends parler de ce métier. J'aimerais savoir votre parcours, en fait, quelles études vous avez fait pour arriver à ce métier-là. La deuxième, c'est concernant les ateliers dont vous avez fait mention, savoir la fréquence des ateliers. Et la troisième, vous avez partiellement répondu, mais c'est concernant notamment comment vous avez dit qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir, notamment les élus et des citoyens. Et vous avez donc parlé d'assemblée citoyenne et savoir comment en fait sont sélectionnées les personnes ou si vraiment c'est ouvert et chacun vient comme il le souhaite. Merci. Merci pour ces questions. Alors, donc la première question, d'ailleurs, j'avais oublié de mentionner quelque chose, mais la seule fois où j'ai lu mon nom de métier mentionné quelque part, c'était dans Les Furtifs d'Alain Damasio. Voilà, si ça vous amuse d'aller chercher ça. Donc, en effet, c'est encore assez peu mentionné. J'ai fait des études de design d'expérience. Le design d'expérience étant globalement la branche du design la plus proche des sciences humaines. Donc c'est comment en fait appliquer des outils des sciences cognitives notamment à la résolution de problèmes. C'est extrêmement large, ça peut être appliqué dans beaucoup de domaines différents. Et donc moi je m'étais intéressée au design fiction et je suis allée là-dedans. Voilà. La deuxième question, c'était la fréquence des ateliers. La fréquence des ateliers. Alors ça dépend totalement des projets, dans le sens où on va avoir des projets où on va avoir un atelier à la fin et à la fin de par exemple 6 mois de travail et ça s'arrête à ça. On va avoir des projets dans lesquels en fait on va co-concevoir les fictions avec le public concerné. Et du coup, pendant le projet, on fait aussi des ateliers au fur et à mesure. Du coup, on construit et on fait des itérations autour de la fiction. Là, le premier projet qu'on avait mené plutôt en interne, il y avait eu un atelier sur l'espace de 5 mois, je crois. Et là, on est en train d'aller un peu plus sur des formats plus réguliers. C'est assez dur de répondre à cette question du coup. Par contre, il faut se dire que le temps que les gens s'immergent dans les ateliers, c'est souvent des ateliers d'à peu près 3 heures. C'est quand même assez long. Et le dernier, c'était sur le projet de la sécurité sociale de l'alimentation. Pour l'instant, de ce que j'en sais, les assemblées citoyennes elles vont être ouvertes à tous. L'idée, c'est que ce soit des très grands événements pour le coup. Donc là, en l'occurrence, normalement, il n'y a pas de limite à ce que je sache.
Après, par contre, ces assemblées citoyennes vont se transformer en des plus petits groupes. Et donc ça, en l'occurrence, je ne peux pas encore répondre sur comment vont être sélectionnés les publics, mais en effet, il y a une grosse question là-dessus. Une dernière question peut-être pour le moment. De toute façon, après, on prendra un petit temps si vous en avez encore à la fin de la soirée. Ok. Alors, merci encore beaucoup. C'était passionnant de découvrir ce nouveau métier. Et alors, comme on parlait de design fiction, on a eu envie de vous faire tester une petite chose. Voilà. Ça marche, merci. Alors, sans la prétention de faire en 10 minutes ce que Marie fait en plusieurs séances, heures, mois, avec une vraie démarche de design, on veut quand même essayer de vous immerger un tout petit peu dans le futur. Donc, ce soir, Audrey et moi, on est des journalistes. Nous sommes en 2060 et en fait, on travaille sur la période de 2040 à Grenoble, comme Marie. Et on voudrait savoir un petit peu, faire une sorte de micro-trottoir auprès de vous, savoir ce que vous vous souvenez de cette période-là, en 2040. Ça a bien changé maintenant qu'on est 20 ans plus tard. Oui, il y a eu du progrès quand même, Marion, depuis. On a vieilli aussi. On a vieilli, il faut le dire. Donc l'idée là, pendant 10 minutes, on a avec nous quelques images de 2040. On va passer auprès de vous et on aimerait recueillir vos souvenirs en une phrase ou deux. L'idée, c'est pas d'aller trop loin, mais nous sommes en 2060 et vos souvenirs de 2040. Est-ce que quelqu'un a envie de... On a vu que vous étiez bien motivé, voilà. J'étais sûre, vous êtes super, super motivé ce soir. Vous pouvez dire, voilà, c'est pour l'inspiration. Vous la regardez et est-ce que ça vous inspire un souvenir de 2040 ? Ou une partie de l'image, un détail ? Ok, et ben on passe à quelqu'un d'autre le temps que ça vous... Observez l'image et vous pourrez en piocher. Je vous en donne une autre, si c'est plus inspirant. Allez, j'en distribue quelques-unes et puis après, le temps de... Vous pouvez aussi décider de... Hop. Petite inspiration, non ? Si vous n'avez pas besoin d'inspiration, vous pouvez aussi vous lancer sans l'inspiration. Voilà, on a peut-être d'autres inspirations. Écoutez, moi je me souviens très très bien des Jeux Olympiques de 2040 où il y avait vraiment eu des gros débats sur l'IA, avec savoir sous quelle bannière allaient donc pouvoir bien défiler à la cérémonie d'ouverture les athlètes robots. Je me souviens très très bien à l'époque du gros débat qu'il y avait eu au niveau de la société humaine. C'est vrai, je m'en rappelle, oui. En 2030 gros aussi, en 2030, on a eu dans les Alpes quelques débats autour des JO d'hiver, apparemment. Il y avait un autre témoignage, c'est revenu. Il n'y a pas de jugement. Ah, je me souviens, en 2040. J'ai la voix du vieux parce que... on skiait encore sur les montagnes. Voilà. C'est pas nul du tout comme ouverture et comme témoignage, c'est important. Est-ce que d'autres personnes qui ont une carte ? Non, c'est pas... Ou sans carte, comme disait Audrey. Il n'y avait plus beaucoup d'eau dans l'Isère, alors on marchait au fond. C'était très rigolo. Ouais. C'était drôle, ouais. Donc on a touché le fond en 2040. On était sur les autoroutes en 2024. Et effectivement, en 2040, sur les lits des rivières. Ouais, moi je me souviens, là, on plantait les plantes carnivores en 2040 et avant ça, on avait mis des mangues et tout parce que le changement climatique, c'était pratique, on avait des fruits exotiques, mais en 2040, c'était déjà fini, quoi. Ouais. Les bonnes soupes de plantes carnivores, ça n'a pas de prix. Des témoignages ? Clément, non ? Je reviens. Alors moi, je me souviens qu'en 2040, au printemps, on pouvait entendre les oiseaux chanter. Espèce disparue, malheureusement. Ouais, malheureusement. On en profite pour citer le livre Printemps silencieux, qui, je crois, est sorti dans les années 70. Mickey 3D aussi, c'est de toute référence est bonne à prendre. D'autres souvenirs, même sans carte. L'idée, c'est que ces cartes, ça vous aide juste à vous accrocher à votre mémoire. Allez, petite dernière.
me souviens aussi très très bien qu'en centre LGBT, on a dû changer le drapeau parce qu'effectivement, on a dû rajouter une bande argentée puisqu'il y avait donc les transhumains qui étaient là. Et ça aussi, ça a été un vrai débat. Les transhumains, les robots aussi, les IA. Oui. Le mariage pour transhumains. Oui. Grande avancée. C'est compliqué là comme souvenir. Si, mais ça, si j'en ai une, c'est terrible. Je me rappelle qu'en 2040, les enfants avaient encore de l'imagination. Je vois que ça. Avec le... Oui. Non, je suis désolé, il n'y a pas de... Là pour le coup. Oui. Les enfants avaient encore de l'imagination, ils n'étaient pas encore devant les écrans 24 heures sur 24. Je sais pas si vous vouliez tenter le coup aussi, à la régie. Alors pas de ski, pas d'Isère. Vous savez, en 2040, on était 700 millions en France parce que le plan de repeuplement d'Emmanuel Macron avait trop bien marché. Et 1 million de robots en plus. Grand bravo pour les participants, c'était pas évident, vous avez vraiment bien joué le jeu, donc super, bravo. Bravo. Nous, en espérant pouvoir continuer aussi avec Marie, peut-être, des sessions comme ça de design fiction. Ça t'a peut-être inspiré pour de prochaines sessions. Tu veux essayer de la... Voilà, bravo. On était dans le mille. Alors, il me semble que c'est le moment. Juste petite précision, on a récolté quelques-uns de vos souvenirs, on les a mis sur un petit tableau. Et je ne sais pas si on l'affichera comme ça ou juste à la fin, une fois les réponses terminées. Mais voilà, oui. On l'utilisera peut-être pour de futurs événements. On vous le partagera si vous le souhaitez. Ah bah voilà, on y va. Démonstration. En direct. Voilà, on utilisera peut-être ça pour des séquences. Magnifique. Voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est les résultats du quiz ? Jingle. Oui, jingle. Voilà, le jingle, c'est essentiel. Crime de lèse-majesté de parler sur la voix de Doc. Le moment que vous attendez tous et toutes. Les réponses du quiz. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile ? Oui, hein. C'était dur, surtout qu'il y avait des pièges. Mais on va en parler. Alors, la première question, on était sur les voitures volantes. Alors, réponse, dans le film, on ne voit pas de voitures volantes. Et là, c'était effectivement difficile, c'était Matrix. Dans tous les autres films, vous avez des voitures volantes, effectivement, dans les imaginaires. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, on va passer à la diapo suivante pour voir des images. Donc là, c'est dans les films, pour vous montrer que je n'ai pas dit n'importe quoi. Les voitures volantes un petit peu partout, qui sont sur différentes hauteurs, etc. On parlait de réglementation, il en faut. Et alors, si on parle de voitures volantes aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi ? Non, on l'a déjà dit, les voitures volantes, ça reste quand même un fantasme, mais il y a quand même des tentatives. Je vois Marie qui me fait des gros yeux. Effectivement, il y a quand même des tentatives, et il y a beaucoup d'ailleurs de marques de voitures qui s'y mettent. Il y a Renault, par exemple, il y a Toyota, avec SkyDrive, ou encore l'hybride R-Car de BMW. Et en fait, voilà, on dit qu'on est peut-être proche de commercialisation de futures voitures volantes, mais on n'y est quand même pas encore. Certains annoncent que certaines voitures volantes pourraient prendre leur envol en 2025 aux États-Unis, mais c'est encore
pas trop au point, quoi. On demande encore à voir, puisque les voitures les plus performantes, on n'a pas vu vraiment de vidéos en ligne ou de choses qui nous prouveraient que ça marcherait vraiment. Donc on attend plutôt de voir. Alors, la prochaine question, c'était les chaussures autolassantes, prédiction ou fiction? Et alors là, il peut y avoir débat. Je le sais. Parce que pour nous, effectivement, une prédiction, c'est plutôt quelque chose qui va faire partie de notre quotidien, qui va être quelque chose qui est sur le point, enfin vraiment en cours de commercialisation, ou qui est quelque chose qui peut être commun finalement. Alors, il y a aussi une marque, il y a déjà Nike, qui était aussi un placement de produit dans Retour vers le futur, qui a essayé de lancer les mêmes chaussures de Marty en 2015, bien évidemment. Et il y a une petite vidéo, il me semble que j'ai intégrée dans la présentation, qui vous montre ce que ça donnait. Alors moi, je n'étais pas totalement convaincue, je dois dire. Parce que donc, si on regarde un petit peu, donc ça a l'air d'être les mêmes, et puis à un moment donné, ça sert. Sauf qu'en fait, pour que ça marche, il faut appuyer sur un petit bouton qui est caché à l'intérieur de la chaussure, et puis on entend même le petit moteur qui fait bzzz, comme ça pour serrer les lacets. Donc bon, je suis pas convaincue à 100%. Par contre, il y a quelques autres entreprises qui se lancent dans l'aventure et qui essayent de faire des choses un petit peu plus probantes. Notamment, il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Saint-Hubert Powerface. Ça fait très canadien, n'est-ce pas? Ou encore Puma, même qui essaye de faire des chaussures plus autonomes, mais qui sont toujours à l'état de plus ou moins prototype et encore pas, en tout cas, vraiment commercialisées. Alors, la question suivante. On reste sur les voitures, mais les voitures autonomes cette fois. Donc là, si vous avez reconnu la petite référence de l'image, c'est les taxis qui sont utilisés dans Westworld, qui est une série aussi assez futuriste. Et donc là, la question, dans quel film trouve-t-on des voitures autonomes? Eh bien là aussi, on était dans une question un petit peu piège. Ah non, c'est pas celle-là. Pardon. Tant mieux, c'est Minority Report sur celui-là. Donc Minority Report, si on se rappelle, donc voilà les voitures qu'on voit qui sont autonomes. Alors les voitures autonomes, et j'ai dû vous mettre des photos dans la présentation suivante. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment en cours de test dans plusieurs pays et notamment aux États-Unis. Et c'est peut-être beaucoup plus probable d'en voir dans les prochaines années que des voitures volantes. Elles restent quand même expérimentales. Il faut savoir qu'en France, il y a des catégories, en fait, des niveaux d'autonomie de véhicules. Le niveau 0, le niveau 1. On arrive au niveau 3 où la voiture est semi-autonome, donc elle peut accélérer, freiner et doubler, mais avec un conducteur qui doit quand même rester attentif. Il faut savoir que ce niveau 3 est celui qui est maintenant autorisé en France depuis 2022. Oui. Alors, il y a des législations dans tous les pays. C'est vrai que ces niveaux-là, je ne sais pas si c'est niveau européen. Peut-être niveau européen, oui. Il y a beaucoup plus d'autorisation. Oui. Exactement, ouais, parce que là, donc, le niveau 4, pour donner une idée, c'est l'attention du conducteur n'est pas requise. Donc là, on commence à avoir une vraie autonomie. Et donc là, on n'en est pas encore là dans les pays européens. Et niveau 5, la voiture n'a pas de volant ni pédale. Donc là, c'est le cas Minority Report, on en est loin. Et effectivement, les États-Unis sont un peu plus avancés avec des États qui autorisent déjà les voitures autonomes. Et d'ailleurs, à San Francisco, en 2023, on commence à voir des taxis sans conducteur. Alors qu'en Allemagne, comme vous le disiez, on préfère des voitures qui sont plutôt téléguidées et pas trop autonomes. Alors, on passe à la question sur la biométrie. Là, c'était facile. Oui, on est d'accord. La biométrie, c'est plutôt quelque chose qui est dans notre quotidien. On l'a tout sur notre smartphone, voilà, dans les maisons connectées, les tablettes. Voilà, on est vraiment dedans. Donc là, Jennifer ouvre sa maison dans Retour vers le futur avec son doigt. On a aussi un exemple de Biff Tannen qui paye un taxi de la même manière. Ça, on peut le faire de nos jours. C'était des vraies prédictions du film. Alors, les téléphones portables à clapet, vous avez trouvé? Vous les avez vus? Oui.
Star Trek, ouais, Star Trek. Star Trek très futuriste, les voilà. Superbe design du téléphone portable à clapper. Voilà, et il n'y en avait pas dans Retour vers le futur. Ils ont imaginé beaucoup de choses vraies, mais finalement Retour vers le futur n'a pas imaginé ça. Hein. Ils parlaient avec des talkie-walkie toujours, Doc et Marty. Et donc Star Trek dans les années 1960, hein, c'est quand même très très loin, ont imaginé le téléphone portable à clapet. Il s'appelait le Communicator et il est apparu dès la première saison, premier épisode. Et il paraît que ce téléphone a même inspiré le vrai créateur du téléphone portable, Martin Cooper. Alors la presse robotisée, ça aussi c'était plutôt simple. Les drones, du coup prédiction plutôt, puisque les drones, bon, ils ont des utilisations, hein, beaucoup d'utilisations de nos jours. Alors pas promener son chien, comme on a pu le voir aussi dans Retour vers le futur 2. Mais par contre, effectivement, les drones peuvent être équipés de caméras, peuvent être utilisés par des journalistes, qui peuvent aussi avoir des micros sur ces engins pour faire leur reportage. Donc prédiction qui s'est réalisée. Alors les jetpacks. Les jetpacks, on peut en voir, et je crois que c'est là ma question piège, dans beaucoup de films. Et oui, on a Iron Man, on a Le Cinquième Élément, et on a aussi James Bond. Voilà, là il y avait 3 réponses. Désolée, c'était pas facile. Et alors si on va sur les slides suivantes, on a dans la réalité, comme vous avez pu le voir sur la première vidéo, et bien notamment 2 hommes au monde qui travaillent sur des jetpacks. Alors on va les voir aussi dans la diapositive suivante. Il y en a un qui est français, qui s'appelle Frankie Zapata, et vous avez sûrement entendu parler de lui. Alors il a un engin qui est pas vraiment celui d'Iron Man, mais il est en fait sur une palette, hein, il a un support sur lui, et qui va être propulsé, motorisé, et qui va lui permettre de voler. Et ici, on voit Richard Browning. Et Richard Browning, lui, il est plus dans le concept Iron Man. D'ailleurs, il a fait une vidéo très rigolote dans les TED Talks où il explique comment il a conçu ce système-là et qui montre qu'il faut faire beaucoup d'erreurs pour faire des innovations et inventer des nouvelles choses. Donc voilà, c'est un petit peu la comparaison entre les deux. Dans un cas, l'inventeur français utilise un système robotisé avec des réacteurs. Il a traversé la Manche en 2022, donc il a beaucoup d'autonomie. Et il peut aller très vite, jusqu'à 190 km/h. Et l'anglais qu'on voit ici, lui, c'est 139 km/h. Voilà. « 84. Donc c'était encore plus tôt que ça. Maintenant, on a Frankie Zapata au 14 juillet. Ah ouais. Donc voilà pour ces performances. On a aussi la question du vêtement qui sèche tout seul. Alors avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est plutôt encore dans de la fiction. Bien que une entreprise, elle aussi, a tenté de faire le coup en 2015 pour avoir ce magnifique blouson séchant que je vois très utile dans la vie quotidienne. Et lui aussi, il est équipé donc, de son petit bouton sur le côté, là, pour pouvoir, voilà, comme vous le voyez, sécher. Alors, l'entreprise qui a fait ce prototype-là a fait 2 campagnes de crowdfunding. Hein, donc, il a essayé d'avoir de l'argent de particuliers pour financer ce projet-là. Il en a fait une autour de 2015, une deuxième autour de 2018. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bien marché puisqu'on ne voit pas encore beaucoup ces vestes. Donc voilà, on voit beaucoup de styles. Et d'ailleurs, la deuxième version fait aussi un changement de température. Donc quand il fait chaud dehors, eh ben, ça rafraîchit et puis inversement. Voilà. Voilà la campagne, hein, si vous voulez y participer. Alors, les tablettes tactiles. Tablettes tactiles, eh bien, encore une fois, on se retrouve, je ne vais pas dire n'importe quoi, dans Star Trek. Star Trek qui était aussi très visionnaire.
et qui avait déjà en fait quelque chose qui s'appelait les pads. Alors ça fait beaucoup penser à l'iPad, bien sûr. Ça s'appelait donc Personal Access Display Device. Et donc, voilà, 23 ans avant l'invention de l'iPad, eh bien, ils utilisaient, eux, des pads. Et les scénaristes ont raconté qu'ils ont voulu rendre la série la plus futuriste possible, avec le moins de budget possible. Donc, ils ont en fait retiré tous les boutons qu'ils pouvaient sur l'ordinateur. Il ne restait que la tablette. Et ça marche très, très bien. Et donc, dans Retour vers le futur aussi, on a une apparition de tablettes, et notamment Marty qui entre dans un restaurant thématisé sur les années 80. Il peut commander sur des bornes tactiles déjà. Alors les appels vidéo ensuite. Donc cette fameuse scène dont tout le monde se rappelle, Marty reçoit un appel sur sa télé et il est viré. Les appels vidéo, bien sûr, c'était une belle prédiction, puisque c'est pareil, aujourd'hui, Skype, Zoom, et on en passe, sont vraiment partie de notre quotidien, ou bien juste les appels FaceTime sur notre téléphone. C'est le quotidien, c'était bien joué. Ensuite, qui est Hal? Alors ça, il fallait avoir la référence, mais quand on l'avait, c'était facile. C'était un assistant intelligent, voilà. Dans quel film, vous vous rappelez? Il y avait une petite indice aussi de la photo. Ouais, on a l'extrait. Je crois qu'il y a du son. C'est mieux parce qu'on l'entend parler. Si on n'a pas de son, c'est pas grave. Puisque, oui. Le mot IBM. Ah, d'accord. Ah, bien joué. Pour trouver le mot HAL, effectivement, quand on voit HAL aujourd'hui, c'est Siri, c'est Alexa. Ouais. Voilà, en tout cas, l'assistant vocal, qui est encore une fois quelque chose qu'on a tous chez nous et qu'on espère un peu moins maléfique que HAL dans ce film, qui est sorti en 1968. Voilà. Dans 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, il y a aussi des tablettes qui ressemblent à des iPads actuels aussi, sur lesquels ils jouent aux échecs contre les ordinateurs. Alors la maison du futur ensuite. La maison future, la maison connectée plutôt. La maison connectée, on l'a aussi, on commence à la voir de plus en plus. Moi, personnellement, je commande mes chauffages depuis mon smartphone. Et bien là, il y a plein de petits gadgets qui existent ou qui n'existent pas. On n'a pas encore de corbeille de fruits qui descend du plafond, mais en tout cas, on était vraiment dans l'idée de cette maison connectée avec 26 ans d'avance. Voilà, il y avait plein de petits objets high-tech qui fonctionnent. Par exemple, il y a le changement de chaîne grâce à une commande vocale. Là encore, on est sur l'assistant. Et puis, le casque à réalité augmentée. Voilà, toutes les petites choses qu'on peut imaginer chez nous aujourd'hui. Alors, on passe du téléphone à clapet de Star Trek à un téléphone complètement transparent. Alors là, on peut se dire, c'est peut-être le futur. Magnifique, c'est Tony Stark. Tony Stark dans Iron Man, qui a un très beau téléphone transparent. Alors, il y a beaucoup aussi d'écrans transparents dans Minority Report, par exemple, dans d'autres références, mais là, c'est vrai qu'il est assez classe. Et alors, il faut savoir que Samsung travaille depuis 2020, sur un téléphone transparent qui n'est pas encore apparu en magasin, donc on n'est pas non plus dans une réalité du quotidien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. Voilà, je ne sais pas si ça a un grand intérêt, mais en tout cas, c'est travaillé. Ouais, ça questionne. Alors la pizza réhydratée, magnifique. Magnifique, mais pas encore une prédiction, on est bien dans la fiction.
Alors, des aliments réhydratés, ça existe. Hein. Voilà, ça n'a pas la même tête qu'une pizza. Notamment, on peut les utiliser pour le sport, hein, mais aussi pour, par exemple, la cuisine dans l'espace. Les astronautes, voilà, qui n'utilisent pas d'appareil de réhydratation comme on peut le voir dans ce film, mais par contre de l'eau bouillante, tout simplement pour réhydrater les aliments. Alors, ça c'était, je ne sais pas si c'était très simple. Quelle technologie est la plus probable dans notre futur? Et en fait, cette technologie est déjà un petit peu partie de notre quotidien, notamment aux États-Unis, et c'est en fait la criminalité prédictive. C'était pas évident. Hein. Alors, on ne peut pas encore se télétransporter, voyager dans le temps. L'IA hyper intelligente de Her, elle est vraiment dans le côté émotionnel et je pense que on en est quand même encore loin. Par contre, la criminalité prédictive, c'est quelque chose qui existe, alors qui n'existe pas comme Minority Report, mais qui se base plus sur des usages de statistiques avec des bases de données, donc notamment développées aux États-Unis. C'est des applications de prévision, d'analyse de données pour prévenir la criminalité. Alors ça prend forme d'un outil plutôt cartographique qui permet d'organiser en fait les patrouilles de police selon en gros là où il va plus y avoir de probabilité pour qu'un crime se passe. Et en France, la police utilise elle-même un logiciel d'aide à la décision pour anticiper par exemple des cambriolages ou des atteintes liées aux véhicules. Donc voilà, on n'est pas que aux États-Unis pour ce genre d'utilisation des données. Et on en est au démarrage. Et alors la partie bonus, l'overboard. Alors là aussi, hein, ça pouvait être un petit peu piège. Comme on l'a expliqué, on est plutôt ici aussi dans de la fiction. Dans de la fiction, alors vous avez peut-être pu voir certains overboards, certaines vidéos qui montrent des overboards qui ont commencé à être développés aux années 2015. Hein, on se doute pourquoi. Ici, par exemple, c'est le Lexus. C'est donc un skate qui devrait normalement être en lévitation sur tout type de surface. Et en fait, c'est un petit peu le problème qu'on trouve dans ce type de technologie, où ici, le Lexus utilise une technologie qui est de la supraconductivité. Et en fait, pour utiliser cette technologie-là, il y a besoin d'avoir une surface sous l'overboard qui va guider l'overboard comme un rail et qui est nécessaire en fait, pour qu'il soit en lévitation. Et donc, on n'a pas encore quelque chose qui fonctionne de la façon dont on le voit dans le film Retour vers le futur. On n'est pas du tout là, quoi. Voilà. Voilà, là, on voit quelques... Bon, c'est pas tout vrai. Mais là, si on regarde bien, donc on a un rail en dessous qui le maintient. Oui, il y a tout un système physique. Voilà, j'espère que les réponses ont été bonnes. Marion? Maître Capello. Alors, on ne va pas vous le cacher, il y a eu quelques pièges à droite à gauche, donc il y a eu quelques erreurs. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas osé répondre à certaines questions. Alors, petit conseil, quand vous avez des QCM, répondez quand même. Hein. Vous avez une chance sur 2 ou 4 que ça marche, donc allez-y, lancez-vous. On fait ça quand on est à la fac aussi. C'est pas comme ça, voilà. Faites ça dans toute situation, hein. Vous pouvez bluffer. Mais en l'occurrence, il y a 2 personnes qui se sont distinguées, et ça tombe bien, on a 2 petits cadeaux. Donc, en deuxième position, qui gagne, je pense, la boîte 300 questions de science et vie, Martine Chiorino, je ne sais pas comment ça se prononce. Bravo. Et en première position, qui gagne une petite figurine de Marty, alors la version 1955. On n'avait pas la version futuriste, mais comme on est sur du rétro, on peut se trouver dans le futur à n'importe quel moment. C'est Victor Pereira. Ah ben voilà, les 2 voisins. Félicitations. Qui a copié sur l'autre? Bravo en tout cas, merci pour votre participation. Alors, si vous avez encore 1 ou 2 questions, je ne sais pas quelle heure il est, mais si vous avez encore 1 ou 2 questions pour nos intervenants, c'est le moment de
de les poser. Revenir par là comme ça. Si vous voulez revenir sur quelque chose. Dernière question. Oui, en fait, je voulais revenir. Il marche. Ouais, ok. Sur ce que vous avez parlé d'une série que j'affectionne particulièrement, qui est For All Mankind. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vue. J'avoue que non, mais je connais. Bon, alors que je trouve intéressante parce qu'elle a fait à la fois une chronique dystopique, etc., et rétrofuturiste, puisqu'on part de la conquête de l'espace avec un gros what-if, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les Russes ont débarqué les premiers sur la Lune. Et à partir de là, il y a un effet papillon qui fait que la réalité se décale peu à peu de la nôtre. Là, je trouve ça intéressant aussi, c'est qu'il y a des sauts dans le temps, puis chaque saison est tous les 10 ans. Et là, ils ont à peu près regroupé notre réalité, enfin notre ligne temporelle à nous, on va dire. Et les dernières saisons, c'est prévu pour se passer en 7 saisons. La 4e vient de finir. Elles vont être complètement dans l'anticipation pure, puisqu'on va se passer entre 2030 et 2050. Voilà, donc je voulais juste parler de cette série, mais si vous ne la connaissez pas, c'est un peu caduque. Désolé. Parce que je trouve intéressant l'aspect rétrofuturiste et l'aspect qu'en fait, il nous emmène vers ce qui va être enfin, c'est très hard science quand même. Hein. Il parle des fusées Sea Dragon que la NASA a mis au point, qui n'ont jamais été utilisées. Toute la base de la conquête de l'espace des Américains, quand ils essaient de rattraper le coup, c'est grâce à Wernher von Braun, bien sûr, qu'ils avaient qui reste comme dans notre réalité temporelle. Il a été aussi exfiltré d'Europe, etc. Donc je trouve cette série particulièrement brillante. Tant pis, hein, c'est pas grave. J'aurais fait de la pub pour la série. Non, mais c'est très bien. Sachant que le showrunner, c'est quand même le créateur de Battlestar Galactica. Donc c'est quand même une grande garantie de qualité. Du coup, peut-être je peux poser une question sur Battlestar. En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la série, c'était l'idée aussi et c'est ça aussi que quand j'ai parlé des athlètes robots, c'était aussi cette idée de à quel moment l'IA, l'intelligence artificielle, la robotique, ils vont se mêler à nous. Et c'était un peu le truc qu'il y avait eu avec les premiers ordinateurs qui combattaient aux échecs en disant ils n'arriveront jamais à battre un joueur humain. En fait, s'ils y sont arrivés. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous anticipez de ça, comment vous voyez les choses par rapport à cette espèce d'idée qu'à un moment, effectivement, sur les centres LGBT, enfin ce que je disais tout à l'heure, on va peut-être être confronté à cette réalité. C'est un sujet qui a traité Asimov en long, en large et en travers, c'est-à-dire à quel moment une IA ou un robot va avoir quelque part une part d'humanité. Dans Asimov, la première fois où il se pose la question, c'est parce qu'il découvre que les robots ont des rites funéraires. Voilà. C'est une grosse question. Je prétends pas avoir la réponse définitive. Ce qu'on peut se dire, c'est que les robots font déjà partie de notre vie. Alors oui, certes, on n'en est pas du Spielberg, on n'en est pas à avoir justement des athlètes robotisés, même si les Paralympiques posent la question de la prothèse, par exemple, et donc d'une partie mécanique. Et ça pose la question, et c'est une question que je trouve extrêmement légitime et extrêmement intéressante, hein, de fait de dire si on a une assistance. Alors c'est très intéressant, et puis comme vous l'avez vu, je suis concerné moi-même, alors pas par le sport de haut niveau, mais par le handicap. Justement, on se pose la question, est-ce que si on a une prothèse mécanisée, comment est-ce qu'on prend en compte les choses et comment on les met en relation avec un sport plus classique qui ne prend en compte que la force musculaire, par exemple. Mais je dirais que les robots font déjà partie de nous intégrante. La question c'est, et ça c'est l'avenir qui nous le dira, et l'être humain est-ce qu'il est, il n'est pas forcément toujours mauvais, il fait beaucoup de conneries, mais il ne fait pas que ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? En fait, il faut se poser la question des usages. Si les robots nous aident par exemple à améliorer la médecine, à améliorer la précision en chirurgie, par exemple, comme c'est déjà le cas. S'ils nous aident à nous soigner un peu mieux, alors on veut souvent vivre plus longtemps, oui, mais ça veut dire vivre comment ? La durée de vie qui augmente, c'est bien, mais dans quelles conditions ? Si c'est pour être à moitié cassé, gâteux et compagnie, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Est-ce qu'on pourrait imaginer la machine qui serait améliorée ? Quand on y réfléchit, les lunettes que beaucoup de gens ici portent, et moi compris, c'est pas du robot au sens où l'entend la SF, mais c'est déjà de la prothèse, c'est déjà une augmentation visuelle, d'accord ? Donc
les lunettes sont une prolongation mécanique de l'être humain, et on n'est pas dans du transhumanisme encore. Le transhumanisme pose beaucoup de questions par rapport à la machine. Alors des fois on a le côté on est dans est-ce que c'est de la fabulation, est-ce que c'est du délire, est-ce que c'est plus raisonnable, c'est très compliqué ce genre de débat. Ce que je pourrais dire, c'est il faut voir voilà, pour moi c'est vraiment la question des usages, et qui dit usage dit éthique, et les questions d'éthique c'est toujours compliqué parce que qui décide de l'éthique? Et si déjà quelqu'un décide de l'éthique, est-ce que c'est vraiment éthique? À qui on confie la décision? À qui c'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question, ça a des répercussions politiques. Les drones, au-delà de vos photos de mariage, ça fait aussi la guerre. Hein. On utilise, mine de rien, les drones pour la guerre, avec un côté très destructeur, très chirurgical. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir des robots très amélioratifs qui sont là pour nous aider. Notamment, il y a eu... je sais plus comment ils s'appellent. Ils avaient été présentés aux Utopiales, les petits robots. Des laboratoires. J'ai perdu son nom de ce robot-là. Nao de... je sais plus le nom de l'entreprise, c'est terrible. Ça m'en viendra. Si vous avez un smartphone, aidez-moi. Voilà, Nao, un petit robot donc qui faisait rêver, qui donnait presque envie de se mettre dans la robotique juste pour créer cette petite bestiole. Et ben notamment, il l'utilisait, je crois, pour travailler avec des enfants ayant des troubles autistiques, du spectre autistique, justement pour les aider à se raccrocher un petit peu à leur environnement. Alors ça, je pense que ça peut être un bon usage, un usage amélioratif. Est-ce qu'on peut imaginer une collaboration avec les robots? Et est-ce que aussi la question que pose par exemple la voiture autonome, et c'est une question qui m'effraie un petit peu, je vous l'avoue, quelle est la responsabilité humaine dans cette histoire? Si on part du principe qu'il n'y a plus de conducteur, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, qui est responsable en cas de pépin? La voiture, le constructeur, c'est des questions légales, éthiques qui sont en train d'être posées. Hein. Il y a eu des accidents déjà avec les voitures autonomes. Il y a déjà eu des accidents où la distance n'était pas respectée, où ils ont confondu une personne humaine avec un objet. Enfin, bref, on peut pas avoir la réponse maintenant. Il faut attendre. On est capable, avec des métiers comme le tien, d'essayer de prévoir des choses, de se projeter à des fins d'hypothèses. Et c'est important de formuler des hypothèses avec des choses, avec les robots. Mais je pense qu'il faut laisser faire le temps, et je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a vraiment envie d'améliorer la vie des gens, ou est-ce qu'on a envie de faire du pognon? Et les deux ne sont pas forcément compatibles, malheureusement. Et est-ce qu'on peut le faire aussi? Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? C'est vrai. Il y a des choses qu'on peut tout simplement pas... qu'on pourra soit pas faire du tout, soit qu'on n'a pas encore la possibilité matérielle, économique, écologique, tout ce que vous voulez, de le faire. Je suis désolé, ma réponse était super longue, mais c'est un débat qui me... La question était super intéressante par contre. Après, je sais pas si tu veux peut-être ajouter quelque chose en rapport avec ton métier, je sais pas. J'allais juste dire en effet que l'une des questions qui se pose, c'est tout simplement si on va pouvoir développer toutes ces technologies, parce que certaines ressources sont en train de disparaître, notamment certains métaux rares. Donc la question se pose tout court de est-ce qu'on va aller jusqu'à ces technologies-là en fait. Et en effet, après, par contre, sur tout ce qui est les questionnements dont tu parlais là, en effet, il y a beaucoup de questionnements politiques et des questions de design. Et en effet, tu parlais sur les voitures autonomes, mais il y a des humains derrière le fait de réfléchir à si demain, la voiture, elle se retrouve, elle doit soit rouler sur une personne âgée, soit sur un enfant, qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, ça, c'est des questions que des gens se posent aujourd'hui. Pardon, j'ai retrouvé le nom de l'entreprise que je cherchais. Ils sont basés à Nantes, si je ne me trompe pas, Aldebaran Robotique. Voilà, c'est tout. J'ai retrouvé. On a une dernière question avant de laisser la place pour la conclusion. Oui, ça me fait penser, parce qu'en fait, on parlait aussi tout à l'heure du fait que ça allait de plus en plus vite, que dans 20 ans, on serait peut-être... on n'imaginait pas à quel point on pouvait évoluer, et qu'il y a 20 ans, on a fait un bond énorme dans la technologie depuis 20 ans, et qu'on ferait sûrement le même bond dans 20 ans. Mais il y a quand même quelque chose qui est inédit aujourd'hui, et je pense que ce n'était pas le cas dans les années 2000, et même avant, c'est la première fois qu'on parle de décroissance en fait, et de limitation des ressources,
Donc, est-ce que c'est pas la première fois depuis l'humanité qu'en fait, tout ce qu'on imagine de SF, c'est l'inverse qui va se passer en fait? Disons qu'effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est dans des choses que les romans imaginaient comme des fantasmes. Par exemple, Philippe K. Dick a supposé pas mal de trucs. La télé-réalité, avec notamment, vous savez que le Truman Show est tiré d'une nouvelle de Philippe K. Dick. Si vous n'avez jamais vu le Truman Show, c'est un des plus fantastiques films de Jim Carrey possible, avec Jim Carrey. Donc il y a des choses qui aujourd'hui ne sont plus de la SF. Très clairement, c'est notre quotidien, c'est notre vécu. Après, l'idée d'une science qui nous ferait, enfin d'un développement de notre civilisation, de nos technologies qui nous ferait reculer, je pense que le risque existe, le risque se pose. Après, peut-être que tu peux mieux répondre en tant que projection. Justement, alors du coup, oui. Alors certes, c'est pas optimiste, c'est sûr, mais oui, c'est une. Après, ça dépend sur quel domaine on s'intéresse, effectivement. Oui. Si on décroisse au niveau pollution, là, c'est sûr que c'est surtout à Grenoble, ce serait sympa, ouais. On respirerait mieux, surtout moi. Voilà, oui. On peut aussi voir ça, ouais. Là, c'est plus un éclairage, une anecdote qui me fait rigoler, mais il y a quelques jours, je donnais cours à des étudiants, des ingénieurs à qui je demandais d'imaginer justement le futur, en fait, de faire un travail juste de visualisation avec plein d'images sur ce qu'ils avaient imaginé dans le futur. Il y avait vraiment une scission dans le groupe entre ceux qui avaient déjà réfléchi un peu aux questions de transition et ceux qui n'avaient jamais réfléchi. Et donc, en effet, il y en avait plein qui avaient fait des tableaux avec des énormes tours. On avait le côté très, justement, cyberpunk, etc., très sombre. Et il y avait une étudiante dans le tas qui avait des olives végétalisées, des paniers de fruits et légumes. Et en fait, sur le principe, ces images à elle étaient quand même beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus engageantes que celles des autres. Donc là, encore une fois, ça montre à quel point les imaginaires, la science-fiction impacte les imaginaires et qu'en fait, en effet, il y a une transition qui est en train de se produire, que les gens sont en train de... Enfin, il y a en tout cas une nouvelle génération qui est en train de développer de nouveaux imaginaires, donc aussi des récits nouveaux. Il y a tout un mouvement culturel qui est en train de se produire autour de ces récits un peu plus souhaitables. Et en effet, moi, je pose la question de est-ce que c'est finalement pas plus souhaitable d'une certaine manière, parce que là, la technologie est tellement présente qu'en fait, elle nous incapacite plus. C'est l'inverse, on perd des compétences cognitives littéralement parce qu'on est dépendant de ces technologies. Donc, est-ce que ce serait pas souhaitable d'en avoir moins? Je vous conseille de voir toutes les images de villes végétales. Justement, par rapport à ça, il y a de très beaux designers, de très beaux designs qui ont été créés. Ça se trouve, et c'est super joli, quoi. C'est hyper bucolique. Alors, est-ce que c'est réalisable? C'est toujours pareil, mais c'est très chouette. Et puis oui, effectivement, il y a des trucs très écologiques auxquels il faut réfléchir. Donc, ça peut être un domaine intéressant. Ouais. Des projections qui vont peut-être donner envie. Un grand merci encore à tous les deux de nous avoir accompagnés toute cette soirée. Merci à vous. Et je laisse la place à Jonathan qui va dire un petit mot de conclusion. Merci à tous. Merci d'abord à Marie Leroy et à Clément Pellissier pour leur participation et puis tous les éléments d'information qu'ils ont pu vous apporter. Un remerciement aussi à notre partenaire donc Instant Science, donc l'initiateur des soirées cultes. Je l'ai cité au début, l'Université Grenoble-Alpes, qui dans le cadre du label SAPS, Sciences avec et pour la société, finance le projet Nos Futurs, dans lequel s'inscrit cette soirée culte. Un remerciement à la Cinémathèque de Grenoble, au Maudit Festival, à la Maison de l'International, avec la programmation commune que nous avons déjà eue, puisqu'on a projeté Soleil Vert, vous l'avez raté, donc je ne vous donne pas la date, et Tetsuo de Shinya Tsukamoto, qui est, on est sur aussi des films assez trash, mais assez passionnants sur l'homme et la machine. Et je vous annonce tout de suite, demain soir, si vous avez encore la forme, il y a Vanilla Sky qui est projeté demain soir à la Cinémathèque de Grenoble. Je peux rien vous en dire parce que juste vous dire quelque chose, vous allez vous dire pourquoi c'est programmé dans les choses rétrofuturistes. Il faut aller le voir. Et demain entre midi et 2,
à la Cinémathèque de Grenoble, vous pourrez aussi voir des extraits de films rétrofuturistes avec la présence de Jean-Pierre Andrevon, qui est le grand spécialiste SF, et donc qui pourra échanger avec vous. Voilà, donc, et on remercie aussi la Cinémathèque pour les affiches qu'ils nous ont prêtées pour l'occasion. Merci pour tous ceux qui ont relayé aussi l'info sur les réseaux. Merci surtout évidemment à toute l'équipe de Territoire de Sciences, Emmanuel et Chloé qui sont à la régie, qui sont cachés mais qui font que voilà, il y a tout ce qui se passe au niveau son et lumière. À Pascal qui a préparé aussi la soirée, à évidemment Agathe, Audrey et Marion qui sont derrière et qui brillamment ont travaillé sur ce projet pour vous présenter tous ces quiz et toutes ces interviews. Donc vraiment merci beaucoup à elles. James et Margot qui sont James qui est aussi dans la salle, Fabien pour l'accueil et puis Maxime et l'équipe du Fab Lab qui ont fabriqué des petites choses autour de Lauréane notamment pour les éléments de décoration. Vous l'avez derrière vous quand même déjà pour vous donner un peu envie dans les choses qui vont venir. Peut-être vous dire que la prochaine soirée culte, elle aura lieu pas avant le mois d'octobre, pendant la fête de la science, donc entre le 4 et le 13 octobre. On sait déjà que le thème de la fête de la science, ça sera l'eau dans tous ses états. Donc à partir de là, on est en train de réfléchir pour imaginer quelque chose autour d'une soirée culte. Donc voilà, si vous avez même des idées, des propositions, on est encore en pleine réflexion. Et donc nos futurs continuent avec des événements à venir. Donc je vous ai parlé déjà de ce qui se passait à la Cinémathèque de Grenoble. Peut-être quelque chose d'assez particulier et assez exceptionnel, c'est à Cosmocité. Donc pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce lieu qui a ouvert le 30 septembre à Pont-de-Claix avec un planétarium, une salle immersive, des salles d'exposition, on va avoir exceptionnellement un spectacle qui s'appelle Drift qui permet d'explorer des exoplanètes. Donc là, si on n'est pas dans la projection à très long terme, je ne vois pas où on est, mais en tout cas, vraiment, je vous le conseille. Drift, il reste encore quelques places pour samedi et dimanche après-midi. On a une conférence immersive aussi à Cosmocité, donc ça c'est avec le CNRS où vous allez avoir une chercheuse Anne Roplumas qui va permettre aussi voilà, d'imaginer autrement une conférence du CNRS parce qu'on va être dans une salle et elle va être au milieu de ces objets de recherche qui vont être projetés. On a un spectacle qui a lieu aussi à la casemate, la poétique des transitions, autour du laboratoire Pacte. Donc c'est une sortie de résidence. Donc il y a des artistes qui ont été dans un laboratoire pendant plusieurs mois et qui expliquent un peu comment ils ont vécu ça. Et c'est pas indiqué, je l'ajoute parce que Marie Leroy en a parlé beaucoup du design de fiction. On a aussi mardi prochain avec l'école supérieure de design de Villefontaine une soirée justement autour de design fiction où ils vont vous présenter le résultat de leur travail. Ça s'appelle les coalitions inconfortables. Là, on a un peu du mal, on est un peu perdu. Mais en gros, c'est aussi tout ce qui est le rapport entre l'humain et le non-humain. Et donc, ils vont présenter ici même à la casemate à 18h mardi soir. Voilà, ces étudiants, comment ils ont imaginé des coalitions inconfortables. Donc voilà, je pense que ça va être aussi passionnant. Donc merci beaucoup à tous pour votre venue et puis donc à très bientôt pour d'autres rendez-vous.